Camille, c'est à toi. Oui, Merci bonsoir. beaucoup. Je suis extrêmement désolée pour ce retard pour cause de bus en panne sur la rue de la Libération. Mais à la base, j'étais en avance quand même. Donc du coup, aujourd'hui, je vais vous parler du UX design. Donc 1001 façons de confronter ces idées aux utilisateurs. Je ne vais pas vous faire un catalogue de 1001 façons de confronter ces idées. L'idée, c'est de comprendre en fait pourquoi tester, comment tester, de vous présenter un peu des études de cas de tests que j'ai pu faire. Donc test utilisateur, mais aussi test data. Donc, je vais pas mal vous parler de data et du UX research. Voilà. Alors, du coup, moi je m'appelle Camille Colignac. Je suis principalement UX designer à la Maïf en ce moment. J'ai aussi monté le cabinet Ipsoon, donc je crée des expériences digitales, j'accompagne les entreprises dans la création de leurs expériences. Et j'enseigne l'UX design à l'Université de La Rochelle depuis maintenant 2 ans et demi, et donc je suis contente d'être là à côté ce soir parce que je suis aussi le fruit de cette université puisque j'ai fait le master web éditorial avec Yanis. Donc du coup, moi je vais vous parler du UX design et du UX research. Un bon produit, on dit qu'il est utile, utilisable et utilisé. Et en fait, l'idée de tester ces interfaces digitales ou son produit, parce qu'on peut aussi tester des idées et tout un tas d'autres choses, en fait, ça sert à ça, ça sert à tester, un, si l'utilisateur en a besoin, deux, si l'utilisateur arrive à l'utiliser, le comprend, etc. Et si l'utilisateur l'apprécie et donc revient. L'UX Research, c'est du coup devenu ma spécialité avec le temps, c'est une des composantes de l'UX Design. L'idée de l'UX Research, c'est justement toute la compréhension de l'utilisateur et de comment l'utilisateur interagit avec l'interface, entre autres. Quand l'UX Design va vraiment se concentrer sur l'ergonomie de l'interface, toute la psychologie cognitive, etc. Donc, qu'est-ce qu'une expérience ? Donc, une mauvaise expérience que je viens de vivre sur la route, c'est le fait d'éprouver quelque chose, de ressentir. Donc en fait, une expérience, c'est pas juste vivre quelque chose, c'est surtout en fait le ressentir. Et donc, une expérience, c'est la somme des ressentis. Donc typiquement, je vais avoir une bonne expérience si j'ai par exemple 3 expériences positives et une négative, ça reste une expérience positive entre guillemets. Donc on dit que l'expérience, c'est la somme des ressentis. Typiquement, aujourd'hui, de plus en plus, les clients et les utilisateurs sont hyper exigeants sur l'expérience utilisateur parce que justement, on commence à monter un petit peu en gamme. Et donc, par exemple, si mon colis Amazon me revient un peu abîmé, je peux envoyer un mail et vivre une bonne expérience en fonction des gens. Ça dépend des fois. S'ils tombent sur la bonne personne, vivre une bonne expérience quand même avec Amazon malgré le désagrément vécu. Donc l'UX design, l'UX c'est l'expérience utilisateur, c'est une forme spécifique d'expérience qui naît de l'interaction avec une technologie, un produit ou un service. Et donc on peut parler donc d'expérience client, on peut parler d'expérience utilisateur, on peut parler d'expérience consommateur, d'expérience usager. Donc l'expérience usager c'est principalement sur tout ce qui est service public, etc. Donc quand vous utilisez impo.gouv.fr, que vous viviez une bonne ou une mauvaise expérience, vous vivez une expérience usagée. Et le design d'expérience, l'objectif c'est de rendre la meilleure expérience possible. Donc en fait on va venir designer une expérience en la pensant donc avant le produit. Donc du coup, dans les démarches du UX design, on a avant même de commencer à entamer quelques dessins d'interface qu'ils soient, on va avant tout en fait rencontrer l'utilisateur. On va le suivre, ça s'appelle le shadowing, ça fait un peu voyeur, mais en fait, c'est le principe, voilà. Donc on va par exemple, je sais pas moi, à McDo, on s'assoit une demi-journée et on regarde les gens utiliser les bornes, interagir et essayer de comprendre en fait, au final, avant même de commencer à penser l'interface, le service, commencer à penser en fait ce que vit l'utilisateur avec notre entreprise ou avec notre produit initial. Alors moi du coup, je vais beaucoup vous parler d'interface parce que c'est ce que je fais. Mais on peut aussi penser l'expérience au global sur d'autres types de produits, sur des concepts, des tarifs, des offres. Voilà. Donc du coup, l'idée pour nous, designers, c'est de penser l'expérience avant le produit.
pour faire émerger et prioriser les fonctionnalités ou les services qui sont en fait, qui représentent le moins qui vont venir casser les pain points en fait des utilisateurs. Donc moi aujourd'hui, je vais vous parler de toute la phase où on commence à prototyper jusqu'à la phase où on commence à expérimenter avec les utilisateurs. Donc concevoir une bonne expérience, c'est d'abord répondre à un besoin utilisateur. Donc il faut que notre produit soit utile. Donc d'abord, on va essayer de comprendre qui sont nos utilisateurs, quel est leur besoin. Pour ça, on met vraiment en place des démarches d'entretien, de terrain. On va voir, je ne sais pas moi, si par exemple je travaille chez Citymapper, ce qui n'est pas le cas, mais si je le faisais, j'irais dans le métro et dans la rue et je regarderais les gens se déplacer avec leur téléphone, vérifier quels problèmes d'utilisabilité ils peuvent rencontrer. Donc typiquement sur des applications comme Google Maps, c'est être capable d'utiliser son téléphone avec une seule main et d'avoir toutes les fonctionnalités accessibles avec une seule main, entre autres. Adapter le produit à l'humain. Donc là, ça va vraiment être la question de l'ergonomie des interfaces. Donc c'est toute la partie design, wireframing, design d'interface, problématique d'accessibilité, c'est très important, des couleurs, tout ça. Et ensuite, donc, de créer l'émotion, de raconter une histoire. Et là, c'est comment créer la fidélité. Donc c'est vraiment la dernière étape, même si elle est pensée en avant dans la finition du produit. C'est tout ce qu'on va vivre et ressentir avec son produit. Et c'est ce qui fait la différence entre, par exemple, un site où il y a de la pub et un site où il n'y en a pas. Voilà, ça fait une grosse différence pour le même service dans le vécu et dans le rapport qu'on entretient avec le service. Et c'est aussi l'histoire de la marque, donc comment je vais positionner mon engagement si j'en ai un, etc. Et du coup, comment, par ce biais-là, je vais réussir à créer de l'amour pour la marque, en fait. On peut aussi donc, aller dans les extrêmes avec, par exemple, la génération des feedbacks chez Candy Crush. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui jouent, mais toutes les émotions qui naissent en fait, dans la tête de l'utilisateur à chaque feedback, où il y a des paillettes, ça brille dans tous les sens, à chaque fois que j'aligne des petits carrés ou des petits bonbons, là, j'ai un petit son qui me rappelle ma victoire permanente en fait. Donc du coup, je deviens heureux et petit à petit, je crée une histoire avec le produit. Voire je tombe amoureux du produit pour certaines personnes. Donc pour comprendre en fait et pour générer la conception de ces expériences, parce que du coup on ne parle pas d'interface, là on parle vraiment de concevoir une expérience, je vais d'abord comprendre comment fonctionne mon utilisateur. Je ne sais pas si je pourrais vous montrer après un exemple d'expérience map. Donc en fait on va répertorier tous les points de contact de l'utilisateur avec le service, avec le produit, pour au final voir où est-ce que ça pêche. C'est-à-dire, je commande une pizza sur Internet, quels vont être mes points de peur et du coup, comment mon interface ou mon produit, mon service va pouvoir derrière pallier à ça. Typiquement sur Domino's Pizza, je ne sais pas si certains parmi vous ont déjà commandé une pizza sur Domino's Pizza sur leur site, pour limiter ou en tout cas casser un peu cette frustration de l'attente, il y a le fameux petit scooter qui avance au fur et à mesure de la préparation de votre pizza. Ça, c'est des réponses à des problématiques utilisateurs. Après, elles sont bonnes ou pas, ça dépend aussi de votre sensibilité, puisqu'une expérience, c'est subjectif. C'est pas parce que vous allez vivre une bonne expérience que moi, Camille, avec mon vécu, je vais vivre la même. Donc c'est ça qui est aussi intéressant, c'est d'aller chercher auprès de plusieurs utilisateurs des histoires et des vécus différents. Donc le secret pour créer une bonne interface, il y a plusieurs méthodologies. Est-ce que vous avez, j'imagine, entendu parler du design thinking ? Le design thinking, c'est une méthode de conception de services, d'interface, une méthode générative qui est en 5 étapes. Mais il y a celle-là, mais il y en a tout un tas d'autres. Il y a les design sprints, il y a voilà, tout un tas d'autres méthodologies. Dans toutes ces méthodes de création de concepts, de design, d'interface, on retrouve en fait tout le temps les mêmes étapes. Ces 3 étapes clés qui sont la génération des idées en masse, c'est-à-dire pour pouvoir confronter ces idées aux utilisateurs, il faut déjà en avoir, et il faut en avoir plusieurs, parce qu'une seule, ce n'est pas suffisant, pour pouvoir venir challenger les premières idées, comparer des idées aussi. Donc en fait, sur la base de vos recherches utilisateurs, donc les entretiens, les observations, tout ça,
on va venir générer des idées. Elles peuvent être de l'extrême. Moi, je sais que je vais beaucoup tester dans mon métier des idées vraiment extrêmes pour voir quel est le seuil de tolérance de mon utilisateur sur ces choses-là. Donc, par exemple, en ce moment, je travaille sur l'assurance habitation. Et du coup, je vais aller pouvoir tester le seuil de tolérance sur fournir ses données personnelles avant d'obtenir un tarif, par exemple. Et donc, voir quelles sont les limites de l'utilisateur, qu'est-ce qu'il est prêt à accepter de faire. Et souvent, on est très surpris, parce que moi, par exemple, sur les derniers tests que j'ai pu faire, beaucoup d'utilisateurs me disaient c'est normal quand on fait un devis de donner son adresse. Moi, ça ne paraissait pas normal comme ça au premier abord, surtout sur Internet. Mais au final, eux, ce qu'ils disent, oui, moi, si je fais un devis chez le maçon, ils me demandent mon adresse, mon numéro de téléphone, mon mail. Donc, si je fais un devis en ligne, pourquoi on me demanderait pas la même chose? Et au final, c'est vrai que quand on va tester des choses pour lesquelles on se dit, non, c'est pas normal de demander les données personnelles de l'utilisateur pour lui donner juste un tarif, en fait, des fois, l'utilisateur, lui, est plus sympa que nous et a une meilleure perception de la chose demandée. Donc tous les utilisateurs ne répondent pas la même chose, évidemment. Donc c'est aussi de se dire, puisque tous n'ont pas le même avis sur les données personnelles, leur laisser le choix de le faire ou de ne pas le faire. Donc voilà, donc on va générer des idées en masse, tester des choses, parfois vraiment plus loin que ce que nous, on pense être acceptable pour l'utilisateur. Ensuite, on prototype. Donc le prototypage, c'est par là que tout passe. Même prototyper avec de la pâte à modeler sur papier, vous faites comme vous voulez, vu que la main, c'est le moteur qui communique avec le cerveau. Au fur et à mesure que vous allez utiliser du coup le côté créatif de votre cerveau pour commencer à esquisser des choses, l'autre côté va répondre en disant là, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Et surtout, le prototype, c'est ce qui vous permet de rencontrer vos utilisateurs. Si vous n'avez pas de prototype, vous ne pouvez pas rencontrer vos utilisateurs parce que vous n'aurez rien à ni leur dire, ni leur montrer. Donc on prototype, on se plante, on recommence, on se plante, on recommence, avec cette idée de dire que mon premier prototype est franchement dégradé, mon deuxième prototype prend en compte les améliorations de la seconde, etc. Jusqu'à soit la mise en ligne, soit si vous êtes déjà en ligne, l'amélioration continue de votre produit. Souvent, il y a des débats sur quand est-ce que ce n'est plus un prototype, puisqu'en fait, au fur et à mesure, le principe même, et surtout dans le digital, les produits ne sont jamais finis. Contrairement, par exemple, à mon téléphone, c'est un produit fini, il est là et je ne peux pas le modifier moi-même, sinon en faisant des mises à jour de mon système. Mais sur les interfaces digitales, on est en permanence en train d'améliorer le service n'est jamais fini, et du coup, ça fait de lui presque un prototype permanent, en fait. Et donc, c'est ça qui est génial aussi dans ce métier, c'est qu'il y a toujours des choses à améliorer, à faire. Et donc, une fois qu'on a notre prototype, l'idée, c'est d'aller confronter ces idées aux utilisateurs. Donc, pourquoi faire? Tout simplement parce que à chaque fois qu'on rencontre un utilisateur, on réduit une incertitude. Donc, j'imagine que pas mal d'entre vous, du coup, travaillez dans la tech. Le coût de développement d'un produit est extrêmement élevé. Plus votre SI est complexe et plus le coût du développement est élevé et plus votre capacité à revenir en arrière est complexe. Et donc, du coup, réduire les incertitudes dès le début, ça permet de partir sur des développements qui vont être le moins coûteux possible parce qu'au fur et à mesure, en fait, on commence à développer des certitudes. Certitudes qui bougent aussi en fonction de l'évolution du marché, qui évolue à une vitesse juste surréaliste. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de sites qui changent tous les 2 ans de home, tous les 2 ans de messages, de chartes, etc. Mais typiquement, dans la banque assurance, là où moi je travaille, les retours en arrière sont plus complexes parce que les SI, les systèmes d'information sont très âgés, et donc les technos aussi, et au fur et à mesure, on commence à galérer. Donc pour nous, tout l'enjeu va être de réduire, grâce à nos prototypes, les incertitudes le plus tôt possible. Et donc pour ça, il faut aller voir son utilisateur, le rencontrer. Et c'est tout l'objet de cette conférence. Donc l'idée, c'est de prototyper, tester, pour mieux se planter. Plus on se plante, plus on a des chances de sortir un produit qui marchera au final. Je vais vous montrer un petit peu des cas d'études d'erreurs et de non-erreurs.
assez intéressante sur du coup la plus-value du prototype et du test. Donc on peut tester tout, n'importe quand, n'importe quoi, tant que le test n'a pas vocation à prouver à quelqu'un qu'il a tort. Ça, c'est quelque chose qui arrive super régulièrement, c'est de se dire « moi je pense ça, toi tu penses ça, ben on va tester comme ça, on verra bien qui nous deux a raison ». Non, des fois aussi on peut se baser sur notre propre expertise et donc tout n'est pas à tester. Par exemple, un bouton vert pour annuler une action, bon bah voilà, il n'y a pas besoin de faire un test utilisateur pour savoir que c'est pas du tout dans la norme et que du coup ça n'a aucun intérêt d'aller faire des tests d'utilisabilité sur ce genre de choses. Par contre, ça peut franchement valoir le coup de tester par exemple un storytelling et donc une conversation. Surtout par exemple avec le vocal aujourd'hui, les chatbots, tester ces conversations c'est super intéressant parce qu'on peut tester juste en échangeant avec quelqu'un la réception du ton, l'acceptation en fonction de si c'est du vocal ou du bot, la réponse en cas d'erreur de la part du robot. On peut vraiment tester plein de choses de plein de façons différentes. C'est aussi à nous, du coup, designers et ou concepteurs de produits, parce que les tests ne sont pas réservés aux designers. Du coup, d'inventer aussi nos propres façons de tester. J'ai inventé la loi de Trompetto. L'idée, c'est de se trompeto pour réduire les incertitudes. Donc en fait, on peut tester du concept au produit fini. Il vaut mieux tester en fait auprès de peu de personnes souvent, plutôt que plein de personnes trop tard. Donc en fait, on dit en général que pour détecter des problématiques d'utilisabilité sur une interface, il faut 5 utilisateurs. Moi je dis déjà 1 c'est bien, allez-y. Plus vous avez du budget, plus vous testez. 5 c'est bien, mais si vous avez suffisamment d'argent pour tester sur 12 ou 16, allez-y. Du coup, l'idée c'est vraiment de se dire, bah voilà, je vais tester d'abord mon concept, est-ce que les gens comprennent. Donc là par exemple, vous pouvez tester un tweet, juste balancer un tweet et dire, bah voilà, comment réagissent les gens. Juste parler de votre concept à quelqu'un, déjà c'est un test utilisateur sur la perception de votre produit, la conception de votre produit, et comment les gens le reçoivent. Et après, petit à petit, on peut tester sur du papier. Moi, c'est les premiers prototypes que je fais toujours, ils sont sur papier. Je ne m'embête pas à faire des trucs aussi cool que ça, mais ça permet déjà de voir, de représenter sur un espace. Est-ce que mon bouton n'est pas noyé dans la masse? Est-ce que mon message ne prend pas 3/4 de l'écran alors qu'en fait, il pourrait en prendre plus de... des problématiques mobile first qui aujourd'hui sont super complexes parce qu'on commence à designer mobile first, des interfaces qui du coup sur desk après derrière n'occupent pas l'espace de la même façon que ce qu'on pourrait faire si on commençait par le desk. Et donc du coup avoir aussi la capacité de se dire bah, sur papier je vais d'abord faire ma version mobile de mon interface et après voir ce que ça donne sur une feuille 4 à côté si j'arrive à pas me retrouver au final avec juste un demi-écran desk rempli ou au contraire cette sensation de vide. Une des problématiques qu'on a eues sur du mobile first, je sais pas si je fais échapper parce que c'est un truc. Je vais vous montrer. C'est le conversationnel. On a testé du coup des... On a testé en fait, donc on a fait une interface conversationnelle pour mobile et on s'est dit bah après en responsive, full responsive, notre chatbot va s'adapter correctement. Bah non, en fait, ce qu'on voit là, c'est qu'au final, bah, sur mobile, ça marche parce que les boutons sont près des questions, mais sur desk, bah, qu'est-ce qu'on a? On a un écart très grand et une sensation de vide quand sur mobile, bah, l'interface est remplie. Et donc du coup, la perception n'est pas du tout la même sur desk et sur mobile. Donc autant on dit qu'il faut designer mobile first, autant quand on va dans l'autre sens, on peut aussi créer ou générer des problématiques d'interface aussi d'utilisabilité sur desk. Là, typiquement, des choses qu'on peut voir,
c'est des utilisateurs qui cliquent sur la bulle parce qu'ils ne voient pas en fait les éléments de réponse en bas. Donc ça, c'est des choses qu'on peut voir en test utilisateur et de se dire, bah oui, du coup, j'ai pas pensé mon interface comme il fallait. Donc le prototype API, il sert aussi à éviter ce genre d'erreurs. Ce ne sont pas des erreurs graves en soi, mais qui restent quand même des erreurs de design, en fait, d'appréhension et d'ergonomie pour l'utilisateur. Donc l'objectif du test utilisateur et du prototype, c'est surtout de mesurer l'expérience. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de tester si derrière on n'a pas prévu de mesurer quoi que ce soit. Donc on fait des tests utilisateurs, je vais voir mon utilisateur avec mon interface, elle est nouvelle, je suis contente, nanana, il l'essaye. En fait, je ne sais pas quoi je mesure. Est-ce que je mesure une satisfaction? Est-ce que je mesure une utilisabilité? Est-ce que je mesure une perception globale de ma charte graphique? L'idée et l'objectif, c'est vraiment de mesurer l'expérience pour l'améliorer et retester derrière. Donc on va pouvoir mesurer si le produit il est utile, si le produit il est utilisable et si le produit il est utilisé. La règle numéro 1 en UX design et de manière générale dans la conception de l'interface, l'UX design est aussi porté par les développeurs, il est aussi porté par toutes les personnes qui gravitent autour du projet, donc qui sont garants aussi de cette expérience. C'est de se dire qu'on n'est pas utilisateur de notre propre produit, même si en vrai on l'utilise, ou on l'utiliserait s'il n'est pas encore sorti. Du coup, l'important c'est vraiment de tester auprès de vos utilisateurs finaux. La règle vraiment numéro 1, c'est qu'on n'est pas l'utilisateur. Pourquoi? Parce qu'on est plein de préjugés, même les plus ouverts d'entre nous. On a la fâcheuse tendance aussi à imaginer ce que pensent les autres. Et surtout, et le pire du pire, c'est que nous, on connaît le sujet. Donc non seulement on connaît le sujet, mais on prédit déjà l'action. Donc si on teste soi-même son interface, forcément, on sait déjà ce qui va se passer et tout notre rapport est biaisé. Si vous bossez par exemple dans des filières qui ont des vocables un peu complexes, la problématique que vous allez avoir, c'est que vous comprenez votre vocabulaire. Mais en fait, votre utilisateur final, peut-être pas. Donc c'est aussi là tout l'intérêt d'aller tester le truc, c'est de se dire, moi mon produit je le connais, c'est moi qui l'ai conçu, je connais toutes les offres, toutes les fonctionnalités, tous les services proposés, mais si ça se trouve, l'utilisateur qui va avoir mon interface, lui, il les a jamais vus et il les connaît pas, il va arriver sur le site, il va rien comprendre. Donc pour tester, il faut d'abord un prototype. Donc vous pouvez prototyper un prix, vous pouvez prototyper une offre, une interface, de la conversation, vocale ou via GUI, graphique user interface, via écran interposé. Vous pouvez prototyper des conférences et prototyper tout ce que vous voulez. En fait, l'intérêt, c'est d'aller crash tester quelque chose à faible coût. Il vous faut des hypothèses, parce que tester sans hypothèse, c'est pas vraiment tester au final. Aller voir un utilisateur en lui disant regarde, dis-moi ce que t'en penses, c'est bien, mais à mettre des hypothèses, ça permet de centrer et d'aller mettre un focus sur des éléments importants. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, j'ai testé les grilles de programmes télé. Comme vous le savez, la télé évolue avec le streaming, la SVOD, etc., Netflix. Et du coup, l'intérêt d'un programme télé à l'heure du replay, elle est toute limitée. Et donc du coup, nous, ce qui nous intéressait, c'était chez Télé Loisirs à ce moment-là, c'était comment on va faire évoluer notre grille. Donc en fait, tout le reste du site, si ça marchait pas, ils aimaient bien, ils aimaient pas, on s'en foutait. Nous, tout ce qu'on voulait, c'était savoir comment on allait faire évoluer cette grille télé, en fait. Donc on peut aussi tester juste une fonctionnalité. Et il faut des KPI, évidemment. Il faut savoir qu'est-ce qu'on va mesurer, comment. Est-ce que je veux mesurer un nombre de pages vues? Est-ce que je veux mesurer une satisfaction? Auquel cas, l'échelle n'est pas la même. Par exemple, sur tout ce qui va être satisfaction, on va poser des questions du style recommanderiez-vous cette interface à un ami avec le fameux Net Promoter Score, où on va tout simplement essayer de qualifier les émotions ressenties par l'utilisateur. Quand savoir quelle est sa première action sur une interface, c'est encore autre chose. C'est un autre KPI. On peut tester sur du quali, donc du qualitatif, sur peu de personnes, mais avec un feedback vraiment
qualifiés pour le coup. Donc ça va être des tests en présentiel ou des tests via questionnaire interposé, même si c'est moins quali les questionnaires en général que vraiment le présentiel. L'intérêt du quali, c'est de venir expliquer pourquoi et de mettre en fait des mots sur le pourquoi cet élément fonctionne ou ne fonctionne pas. D'aller chercher le ressenti de la personne aussi. Quand tester sur du quanti, c'est tester sur la masse, du coup si l'élément testé fonctionne ou pas. Quand on mixe les deux, ça s'appelle les mixed methods. Donc en fait, l'idée c'est de faire des tests utilisateurs ou des tests qualitatifs couplés avec du quanti. Et ça, c'est vraiment le must du must si vous pouvez faire ça, parce que ça permet, quand on fait un test AB par exemple, dont on parlera tout à l'heure, sur un test AB, on va par exemple voir, je sais pas moi, une augmentation du taux de clic de 10% sur un bouton, penser que c'est pour une raison, et en fait derrière, quand on va tester auprès de l'utilisateur, se rendre compte que c'est juste parce que l'utilisateur avait pas vu l'autre bouton. Voilà. Bon. Et que si ça se trouve, s'il l'avait vu, il aurait plutôt cliqué sur celui-là. Et ça, du coup, c'est aussi super important, parce que le quanti nous donne des informations qu'on ne comprend pas toujours, quand le quali nous donne des informations qui ne sont pas toujours vraies. Un utilisateur peut nous dire j'adore votre concept et ne jamais convertir. Et ça, c'est là aussi l'intérêt d'aller du coup chercher les fameuses mixed méthodes qui sont très appliquées chez Google, Spotify. Spotify utilise énormément parce qu'ils ont plein de data scientists, ils sont trop curieux. Et du coup, ils vont eux aller chercher des explications sur des seuils de tolérance de pub avant un passage. À partir de combien de temps les gens zappent la pub, voilà, ils vont vraiment aller très loin dans ces choses-là, avec une méthode qu'on appelle le journaling, où en fait ils donnent des espèces de journaux intimes à leurs abonnés, qui chaque jour remplissent en expliquant comment ils ont vécu leur expérience avec Spotify chaque jour. Et en couplant les deux, le test AB et les journaux de bord, ils vont pouvoir expliquer en fait les résultats des uns et des autres. Et là, c'est la magie qui opère et c'est trop bien. On va commencer en fait à parler un petit peu des différents exemples, des choses qui sont possibles. Et la première des choses, c'est l'exemple de Dropbox, qui est l'exemple qui fait autorité en la matière, on va dire, c'est la fake landing page. Vous avez sûrement tous déjà rempli votre mail, renseigné votre mail pour être averti quand le produit allait être lancé. Mais en fait, le produit n'existe pas. Ces pages-là, elles ont pour objectif de vérifier si en fait le concept plaît. Donc le produit n'est pas encore développé, il n'est même pas encore financé, il n'y a peut-être même pas d'équipe, mais juste ils font ça pour voir si ils remplissent en fait, soit ils récoltent des mails, soit ils génèrent des actions. Peu importe. Donc, le cas Dropbox, qui est un très vieux cas, comme vous pouvez voir sur la petite capture. En fait, Dropbox, ils ont eu l'idée et ils se sont dit on va faire une vidéo qui va simuler le fonctionnement de Dropbox. On va la balancer sur des forums et on va voir comment ça répond. C'est l'ancêtre du Minimum Viable Product et du premier test de concept vraiment poussé à l'extrême, puisque c'est comme ça qu'ils ont réussi leur levée de fonds et qu'ils ont ensuite derrière développé Dropbox. Ils ont fait croire à des milliers et des milliers d'utilisateurs qu'en fait il y avait un produit qui existait avec cette fameuse vidéo, et en fait pas du tout. Mais du coup ils ont commencé à récupérer des mails, et ensuite ils sont allés voir les financeurs, ils ont dit regardez, on a tous ces gens qui veulent accéder au produit, le produit n'existe pas, donc maintenant il faut qu'il existe. Donc voilà, donc la fake landing page, ça se développe de plus en plus, surtout par les entreprises du coup de la Silicon Valley et compagnie, parce que ça leur permet de justifier des levées de fonds et de justifier de l'appétence d'un produit sur une masse réelle. C'est pas comme si on faisait une étude de marché où on envoyait un questionnaire à tout le monde en disant est-ce que ça vous dirait d'avoir ça? Tout le monde répond ouais grave, et en fait souscrit jamais. Alors que là du coup on met une landing page en faisant croire que le produit existe, qu'ils peuvent s'inscrire sur liste d'attente, machin, et du coup, on peut commencer à voir si vraiment on a une appétence réelle sur le produit. Les limites des tests utilisateurs et les limites des tests sur prototype, où c'est votre éthique en fait. On va aussi en parler un petit peu, mais par exemple, Netflix teste des prix. Et il y a eu un petit scandale il n'y a pas très longtemps aux États-Unis, je crois que c'était l'année dernière,
où en fait Netflix avait fait un test AB sur ses tarifs pour voir jusqu'où ils pouvaient monter le prix de l'abonnement. Et donc après, alors les personnes payaient le prix le plus bas par rapport aux deux, in fine, mais voilà, après c'est aussi à nous de déterminer jusqu'où on a envie d'aller dans le test pour aller chercher du coup l'insight auprès de la masse. De la même façon, faire tester des services à des utilisateurs sans leur dire que on garde leurs données, etc. Par exemple, sur tous les métiers de santé, toutes les applications de santé, etc., on fait tester des choses aux utilisateurs, soit en bêta, soit en présentiel, sans forcément leur dire qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on va faire des données, comment on va les analyser derrière. Comme sur les chatbots, où on récolte énormément de data pour savoir quelles sont les meilleures réponses que peut apporter notre chatbot à telle ou telle question et quelles sont les questions qui vont arriver. Les utilisateurs ne sont pas toujours avertis qu'en fait, nous derrière, on réexploite tout. Donc c'est aussi en fonction de son éthique de designer à nous de gérer cette question. Il y a un autre test qui s'appelle le test de 5 secondes, qui consiste à tester la première impression. En fait, il y a énormément de produits qui sont conçus pour la première impression, puisque c'est elle qui guide en fait la construction de l'opinion tout au long de la navigation, par le biais qu'on appelle un biais de confirmation. Donc en fait, le biais de confirmation, les biais en général, d'ailleurs, j'en ai pas trop parlé, mais c'est tout ce qui va venir influer de manière inconsciente sur le cerveau de l'utilisateur. Donc vous avez le biais de complaisance, c'est le biais où quand on a raté l'examen, c'est la faute du prof, quand on l'a réussi, c'est parce qu'on a bien travaillé. Voilà, ça c'est typiquement ça, le biais de complaisance. Et du coup, la première impression, c'est le biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est quand je me fais un premier avis sur une personne ou sur une interface, et que ce premier avis, je vais tout au long de ma navigation, de manière inconsciente, chercher à le confirmer. Et donc si j'ai une mauvaise impression, tous les petits trucs un peu pourris de mon interface, je vais les voir, et là je vais me dire, je savais bien qu'elle était pourrie cette interface. Alors que si j'ai une première impression qui est bonne, tout de suite je vais me dire, oui, il y a ça aussi, c'est cool, machin. Donc, l'idée c'est vraiment de s'appuyer sur une première idée préconçue, et typiquement l'exemple parfait c'est le claquement de portière. Des voitures, c'est un investissement très important chez les constructeurs automobiles parce que c'est le premier bruit qu'entend l'utilisateur quand il va tester une voiture, donc l'utilisateur, le conducteur ou le futur conducteur, c'est le claquement de la porte. Et donc, si le bruit est feutré, mat, sec, on est sur de la voiture plutôt luxueuse. Et donc, dès ce premier bruit, on va déjà qualifier sa première impression de voiture plutôt haut de gamme, machin, voilà. Et donc, les constructeurs automobiles mettent beaucoup d'argent sur le design du son du claquement de la portière. Pourquoi 5 secondes? C'est très important. Le test de 5 secondes, si vous le faites durer 10 secondes, ce n'est plus un test de 5 secondes et donc ce n'est plus une première impression. Ça a l'air bête dit comme ça, mais voilà. En fait, avant 5 secondes, on ne retient que le visuel sans avoir commencé à interpréter pour donner du sens. Après 5 secondes, on commence à scanner l'interface et donc notre première impression commence à être polluée par les autres éléments qui viennent se rajouter à notre propre... En fait, comment on insère notre propre histoire dans l'interface qu'on va avoir. Donc le test de 5 secondes, c'est un test qui est très pratique pour beaucoup de choses, et notamment pour vérifier si cette première impression qui va venir guider la navigation, l'impression de l'utilisateur, tout au long de sa navigation, et notamment pour générer de la fidélité. Plus ma première impression va être bonne, et plus je vais avoir envie de revenir, etc. etc. Ce test tout seul n'a pas d'intérêt. Puisque une première impression, si l'expérience qui suit après est vraiment toute pourrie, de toute façon, ça ne changera pas la phase de la navigation de l'utilisateur, de la perception de l'utilisateur. Donc, mais ça reste un très bon test pour vérifier aussi des éléments de compréhension. Si, je sais pas, moi, vous faites... Il y a un test assez connu, c'est Blablacar, qui faisait des tests de 5 secondes pendant un moment. Et du coup, c'était intéressant parce qu'ils avaient, je ne sais pas si vous vous rappelez, sur l'application Blablacar, au début, le fond, c'était une route. Et du coup, sur les tests de 5 secondes, en fait, il ressortait que beaucoup d'utilisateurs comprenaient que c'était un GPS ou... voilà. Donc, en fait, ce qui ressortait des tests de 5 secondes de l'application Blablacar, c'était 40% des utilisateurs pensent qu'en fait, c'est un GPS. En fait, pas du tout.
Le test de 5 secondes, c'est un test qui est très peu cher. Donc les excuses qui sont on n'a pas d'argent pour faire des tests utilisateurs, ça coûte trop cher les tests utilisateurs, effectivement c'est un budget. Mais les tests de 5 secondes, c'est quasiment gratuit. Il y a beaucoup de services en ligne qui vous proposent de le faire. En gros, ils balancent l'image pendant 5 secondes, elle se retire, après il y a un questionnaire. Et sinon, en présentiel, au bar, vous pointez dans le boîte, vous leur montrez l'appli pendant 5 secondes, top chrono, bim, qu'est-ce que tu as retenu? Et là, on va demander à la personne qui teste l'interface de redessiner ce qu'elle a vu. Et donc, du coup, on va pouvoir voir si, par exemple, elle a fait des associations. Il y avait, par exemple, sur l'appli de Blablacar, ce qui est d'études, c'est intéressant, c'est qu'il y a des gens, quand on leur demandait de redessiner l'écran d'accueil de l'appli, ils mettaient un palmier. Alors qu'en fait, il n'y en a jamais eu. Et en fait, ils créent des associations, eux, avec leur propre vécu. Et donc, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est quelle association d'images et d'idées je vais faire en voyant une première interface. Ça montre aussi que le cerveau, il réveille tout de suite des souvenirs chez la personne, chez l'utilisateur, et donc que votre interface et votre expérience va interagir avec son propre vécu. Alors, le test utilisateur, ensuite, c'est le Graal de l'UX designer. On l'effectue en présentiel, mais on peut le faire à distance. Personnellement, je n'aime pas du tout faire des tests utilisateurs à distance parce que les 3/4 du temps, je suis trop frustrée en regardant les vidéos, en me disant j'aurais voulu aussi lui demander pourquoi il a cliqué là en faisant ça, machin, plutôt que de le laisser juste raconter son histoire. Avec le test utilisateur, c'est la version la plus complète du test puisqu'elle nous permet de détecter donc, les problèmes d'utilisabilité, de compréhension de l'interface, d'expérience au global et de rebondir en posant des questions à l'utilisateur si jamais il y a quelque chose. Je vais vous montrer un exemple de test utilisateur que j'ai pu faire pour vous montrer un peu aussi l'intérêt finalement du test. Donc ça c'était, on testait une nouvelle version du conversationnel qu'au final on a complètement abandonné après les tests utilisateurs. Donc ça c'est du prototype HTML CSS brut, donc il n'y a pas de bac, c'est que des écrans qui succèdent. Et donc en fait on voulait tester quelque chose. Je vais vous montrer. Donc l'utilisateur répond aux questions. Hop. Et puis il arrive ici. Et en fait, il cherche à répondre à cette question. Donc nous, ce qu'on voulait savoir, c'est est-ce que cette petite notice d'information lui apportait l'information qu'il recherchait. Et la réponse est que 90% des utilisateurs ne l'ont pas vue. Malgré toute la place que ça prend. Et en fait, du coup, nous, on s'est rendu compte que cet élément d'interface-là, malgré toute la place qu'il prend sur l'écran, l'utilisateur ne le voit même pas, tellement il est focus sur le fait de remplir le questionnaire. Et donc, du coup, le test utilisateur en présentiel, c'est aussi ça. C'est de se voir que l'utilisateur, il clique, il n'arrive pas à remplir alors qu'il y a un truc en gros à côté qui lui dit regarde comment on fait. Donc là, nous, on a détecté un problème d'utilisabilité assez conséquent. Il faut qu'on réinvente une façon d'aider l'utilisateur. Au final, on a décidé de remplir à la place de l'utilisateur de lui dire combien vous avez de cuisine, combien vous avez de... C'était beaucoup plus simple que de lui mettre ce pâté immense pour qu'il calcule lui-même son nombre de pièces. Donc ça, c'est un des intérêts du test utilisateur, ça permet de détecter ce genre de choses qui paraissent évidentes pour nous. Moi, j'étais persuadée que ça allait cartonner ce truc, en fait pas du tout. Et on a un autre, c'est sur Géo. Donc ça, c'est un rapport de test utilisateur qu'on a pu faire. Et donc, ça, c'est une maquette. Donc en fait, nous, on montrait juste aux gens des maquettes d'images et puis on leur disait, vous cliqueriez où, qu'est-ce que vous comprenez, d'après vous, qu'est-ce que veut dire suivre la destination. Et en fait, on avait 4 personnes sur 6 qui n'ont pas compris ce bouton. Suivre la destination. Et donc là, on s'est dit, déjà, rien que ça, notre service, si on l'avait mis en ligne comme ça, l'utilisateur, il serait complètement passé à côté. Après, on a des remarques aussi rigolotes. Je ne comprends pas suivre la destination, je cliquerai par curiosité. Je verrai davantage le mot s'abonner. Donc du coup, ça nous permet d'avoir aussi des feedbacks sur, au final, ce que comprend l'utilisateur de notre interface, surtout quand on a le nez dedans toute la journée et qu'on est persuadé que nos idées sont géniales. En fait, pas du tout. Donc voilà, après on peut avoir tout un tas
2 personnes sur 6 ont trouvé le concept original, 2 personnes sur 6 utiliseraient la fonctionnalité suivant la destination quand même, etc. etc. Donc ça, c'est les tests utilisateurs. Hop. Et donc, moi, les 3/4 du temps, je les fais en laboratoire, quand je peux. Mais la version cheap du test utilisateur, c'est le guérilla test, qui consiste à se rendre au café, à montrer son interface à n'importe qui et à lui demander qu'est-ce que tu comprends, qu'est-ce que tu vois. Voilà. Mais si on fait ça, on n'a pas 1 heure avec l'utilisateur, donc il faut cibler sa recherche. Cibler sa recherche sur du wording, des CTA, etc. Mais là encore, l'excuse de dire on n'a pas de budget pour faire des tests utilisateurs, elle est un peu cassée parce que ça n'a pas de sens de se dire au final, je ne sais plus qui c'est qui disait ça, mais que si on trouve qu'un bon design coûte cher, alors il faut se rendre compte du prix d'un mauvais design ou un truc comme ça. C'est exactement ça au final. Donc le test utilisateur, il peut être fait sur du papier. Vous pouvez présenter votre petit découpage machin et voir si l'utilisateur déjà sur le papier comprend comment ça fonctionne. Ça peut être avec des outils de prototypage de maquettes. Le plus souvent, c'est ce qu'on fait. On fait des maquettes et on les met dans InVision ou dans Marvel, qui sont des outils où en fait on peut cliquer sur les images et ça fait des maquettes interactives comme si c'était un vrai prototype en fait, non. Enfin, une application déjà développée en fait, non. Et sinon, le mieux du mieux, c'est de faire des maquettes HTML, CSS parce que du coup, l'utilisateur est dans sa condition la plus proche de la réalité pour tester le produit. Mais là, c'est déjà des prototypes plus avancés quand on a déjà éliminé pas mal d'incertitudes. Au final, le prototype que je vous ai montré tout à l'heure sur le conversationnel, on l'a complètement abandonné parce qu'en fait, on se rendait compte au fur et à mesure des tests qu'il y avait plein de problèmes au-delà de l'utilisabilité sur la perception des conversationnels, etc. Autre exemple, c'est le test First Click. Celui-là, moi je l'adore, c'est mon préféré. C'est quel est le premier clic de l'utilisateur. Et donc, je vais vous montrer un autre exemple. Ah oui, du coup, vous allez voir plein d'exemples naïfs. Je suis désolée, c'est pas de la pub, c'est juste que je travaille là-bas, donc c'est plus pratique. Donc là, en fait, on fait des fausses interfaces, là encore. Soit si vous avez la compétence en HTML, CSS, soit sinon vous mettez des maquettes avec des zones cliquables en position absolue, comme vous pouvez sur le truc. L'idée, c'est de mettre un tracker sur votre maquette, en prévenant l'utilisateur que vous utilisez des cookies à des fins de mesure et que ceci ne s'active qu'à partir de l'écran suivant, puisqu'on ne récolte pas les informations de l'utilisateur sans lui avoir demandé son avis, surtout sur des tests. Et donc l'idée, c'est de lui mettre un cas d'étude. Donc là, imaginez que vous souhaitez souscrire une assurance habitation Maïf pour une résidence principale. Quelle serait votre première action sur l'écran suivant? Et là, l'utilisateur voit une version de l'écran une fausse version. Donc là, moi, c'était un prototype HTML CSS en l'occurrence que j'avais développé. Mais du coup, l'utilisateur, il voit ça et il fait un clic. Donc là, par exemple, il clique sur oui, bim, merci. Et moi, derrière, en fait, j'ai enregistré son clic et je peux après comparer 3 versions différentes. Donc là, j'ai une autre version. Voilà, avec la version se connecter en haut. Et une autre version avec la petite bobine qui arrive. Et du coup, derrière, je vais voir est-ce que la connexion de l'utilisateur varie en fonction des 3 versions que j'ai utilisées. Alors là, en l'occurrence, la connexion n'a pas varié sur cette expérience. Donc après, je me retrouve en fait avec des cartes de chaleur, comme ça, qui ont enregistré les clics. Je les compare et je vois s'il y en a une qui a mieux marché que l'autre. En l'occurrence, aucune n'a mieux marché que l'autre. Et donc, ça nous a aussi démontré que le problème, il est autre part. Et donc, que l'utilisateur n'a pas envie de se connecter en début de parcours. Donc voilà. Donc, tout ça, c'est des expériences en fait qui coûtent genre 3 € à tout péter et qui apportent énormément d'informations sur son interface en fait. Hop. Donc le test AB, vous connaissez le test AB peut-être, pour certains d'entre vous. Le test AB, c'est un test initialement très marketing. L'idée, c'est de tester donc là en production, donc sur des sites, des produits existants, une version A ou une version B pour savoir laquelle gagne.
Donc comme je disais tout à l'heure, Netflix teste des prix, tout le monde teste tout et n'importe quoi, c'est pas du tout rare d'avoir sur un site un espèce de sentiment où en fait on voit la version A et après il y a la version B qui se met dessus. Quand on a l'œil, on finit par tout le temps les voir, c'est très pénible. Typiquement sur Netflix, ils sont tout le temps en test AB, donc en fait il y a tout le temps des petits effets de sentiment qui viennent se mettre sur des screens. Ils vont jusqu'à tester la vignette d'un film pour savoir si le film est plus cliqué en fonction de la vignette qu'ils mettent et tout. Enfin, ça va super loin. Et donc vous n'avez de limite que votre éthique pour les tests. Vous pouvez faire croire à l'utilisateur tout ce que vous voulez, mais vous vous débrouillez avec votre conscience après derrière. Pour vous donner des exemples de tests AB, non, je ne sais pas comme ça. Un test AB que j'ai pu faire, du coup sur Télé Loisirs pour changer de la manif. Ah non, voilà, sur Cuisine Actuelle. Donc là, nous, ce qu'on testait, c'était de savoir si on générait plus de pages vues, si on mettait des propositions de recettes ou si on mettait un moteur de recherche d'autres recettes en fait. Donc au final, on a fait le test AB, donc sur 200 000 utilisateurs testés, 200 000 avaient une version, 200 000 avaient l'autre, sur mobile. Et on s'est rendu compte que aucune des deux variations ne gagnait. Donc l'utilisateur, une fois qu'il a eu sa recette, il se barre et puis terminé. Par contre, ce qui est autre test intéressant, c'était sur Télé Loisirs. En fait, au final, on se rendait compte en test utilisateur présentiel que les gens ne cliquaient pas sur les films pour la simple et bonne raison qu'ils ne comprenaient pas que c'était cliquable. Donc forcément, nous, en termes de page vue, derrière, c'était pas terrible. Et pour l'utilisateur, c'était pas terrible parce qu'il ne savait même pas qu'il pouvait accéder au résumé du film en cliquant dessus. Donc du coup, on a fait plusieurs expériences, une sans la vignette et une avec un petit chevron. L'idée du chevron, c'était de dire peut-être que si on lui met un petit truc visuel qui lui dit que c'est cliquable, il va cliquer. Ce qui s'est donc passé, puisqu'on a gagné en fait en taux de clic sur l'ensemble des fiches. Donc ça, c'est typiquement le genre de test que vous pouvez faire, qui, pareil, n'est pas super onéreux. Après, évidemment, le test AB, il faut des outils pour le faire. Il y a des personnes qui arrivent à faire des AB tests en développant eux-mêmes leurs solutions. Je ne sais évidemment pas faire ça. Et d'autres qui sont équipés. Après, il y a des outils plus ou moins gratuits. Je sais qu'il y a des thèmes WordPress aujourd'hui qui gèrent l'AB test. Divi gère l'AB test des pages. Chez Elegant Theme, il y en a pas mal aussi des thèmes WordPress qui gèrent en fait directement dans WordPress les AB tests. Donc c'est intéressant. Et sinon, vous pouvez faire un bon AB test dans Google Analytics avec 2 URL différentes et des traceurs de clics et ça marche aussi très bien. Voilà, donc vous n'êtes pas obligé non plus de payer une version ultra chère pour faire de l'AB test, puisqu'un simple Google Analytics et une redirection d'URL fonctionnent. C'est après dans le traitement de la donnée que c'est plus complexe. Donc soit vous pouvez, soit tester du coup des tout petits éléments, comme ça vous êtes sûr que sur votre test AB, c'est l'élément modifié qui est la cause de l'augmentation du clic. Soit vous y allez franco, et là vous testez carrément 2 versions complètement différentes, à vos risques et périls, qui est de ne pas savoir pourquoi la version marche mieux que l'autre. Donc ça c'est la version, une fiche produit en prod aujourd'hui, en production en ligne, pardon, qui est orientée formule, et on a voulu tester une fiche produit orientée garantie, pour voir si l'angle d'attaque de la fiche produit fonctionnait mieux que l'autre. Et donc voilà, pour l'instant, je n'ai pas les résultats. Mais tout ça pour dire que sur le test AB, on peut aller vraiment très loin et par exemple se rendre compte si un changement complet d'argumentaire sur un même service peut changer la donne en fait en termes de conversion derrière. Parce que l'UX design, il ne faut pas se mentir, souvent les designers ils sont là en mode on va sauver le monde, les utilisateurs c'est nos petits chéris et tout. La réalité, c'est qu'on est payé par des entreprises quand même pour optimiser l'expérience et, in fine, faire de la vente. Un exemple de mix méthode, du coup, c'est celui que je vous ai montré, qui est donc celui-là. Donc, ce que nous avons fait en fait sur celle-ci, vu qu'on avait donc 2 versions foncièrement différentes, du coup, derrière, on va aller regarder chaque petit clic
pour savoir au final où c'est vraiment situé l'action de l'utilisateur pour rentrer dans le devis et savoir si au final c'est suite à un argument spécifique que l'utilisateur rentre dans le devis. Il me reste combien de temps? J'ai presque fini. Je dis bonne nuit. Non, mais ça ne sera pas du bébé. C'est bon. Du coup, pour les tests, vous avez aussi tout simplement votre imagination, en faisant bien attention à ce que vos utilisateurs ne soient pas biaisés, c'est-à-dire que vos utilisateurs ne soient pas déjà des fans absolus de votre produit, même si là, du coup, vous pouvez tester des questions d'utilisabilité, parce que même vos fans peuvent galérer à utiliser votre appli ou votre site. Et vous pouvez organiser des petites choses comme ça. Donc moi, j'ai fait beaucoup de speed testing. En fait, c'est le matin, on se met à l'entrée de l'entreprise avec des petits croissants machin, et tous les gens qui passent, vous voulez pas tester vite fait là mon appli pour savoir si ça marche ou pas. Et au final, ça permet de détecter en début de journée tous les problèmes d'utilisabilité, d'ergonomie, de compréhension de wording, de choses comme ça assez rapidement. Évidemment, il faut pour ça que la personne à qui vous faites tester l'interface ne travaille pas avec vous à sa conception. Des tests de wording, donc ça aussi très important, le ton, ou juste le fait de se rendre compte que son utilisateur ne comprend absolument pas ce qu'on lui raconte, typiquement dans la banque, dans les assurances, mais aussi sur plein d'autres domaines où on va utiliser des termes assez techniques et au final l'utilisateur, lui, il débarque, il comprend rien. Mais aussi sur des boutons. Est-ce que le fait de dire c'est parti ou le fait de dire commencer, ça génère plus ou moins d'envie en fait, chez l'utilisateur de s'engager avec l'interface. Et donc du coup les tests de conversation, donc ça c'est les nouveaux tests qui débarquent, qui sont tester en fait tout simplement l'interaction entre la personne et la machine dans une conversation. Et donc là les tests sont vraiment différents parce qu'on est sur à la fois comment on va générer chez l'utilisateur le pardon face à cette interface qui ne répond pas toujours correctement. Et donc on va surtout tester la résistance de l'utilisateur après un certain nombre de messages d'erreur. Par exemple, où on va tester le ton, est-ce que si je dis excusez-moi, je suis encore en train d'apprendre, ou si je dis posez-moi une autre question, celle-là je l'ai pas comprise, est-ce que ça change quelque chose? Voilà. Je crois que c'est tout, si je n'ai rien oublié. Je vais donc vous remercier, m'excuser encore pour le retard. Et si vous avez des questions, je peux.